Rebonjour, je vais vous parler des lésions cette fois musculaires et notamment les lésions du grand pectoral. Euh, donc la première description date de 1822 par un médecin qui s'appelle Pâtissier et qui a décrit le cas d'un boucher, un assistant boucher, qui en soulevant une carcasse s'est rompu le grand pectoral. Il y a eu très peu de cas dans la littérature et puis il y a eu une augmentation récente de la prévalence, notamment avec l'augmentation des sports de contact, de l'haltérophilie euh, et d'autres facteurs qu'on va voir un peu plus tard. Le grand pectoral, c'est un muscle qui est rotateur interne, adducteur et qui permet la flexion de l'épaule. Ce qui est très important, c'est de bien connaître son anatomie pour comprendre les lésions et pour comprendre comment le réparer. Alors, ce qui est bien connu, c'est qu'il y a deux chefs, un chef sternal, un chef claviculaire, que son incision est latérale à la gouttière du biceps. On voit très bien ici la gouttière du biceps qui est là et l'insertion du grand pectoral qui vient recouvrir cette gouttière du biceps. Ce qui est un peu moins connu, mais tout aussi important, c'est qu'il a une forme d'éventail et que donc vous allez voir ici le chef claviculaire qui s'insère sur la clavicule, qui vient se terminer sur l'humérus, et ensuite le chef sternal qui lui a véritablement cette forme d'éventail avec les fibres qui partent des portions supérieures qui vont se terminer en avant et en profondeur les fibres qui partent de la portion inférieure de la partie sternale qui vont aller se terminer derrière. On va voir ça un petit peu mieux sur des dissections qu'on voit ici. Donc c'est une épaule droite qu'on avait disséquée à l'école de chirurgie. On voit ici la clavicule, l'humérus qui est là, les écarteurs qui sont derrière l'humérus qui permettent d'écarter le deltoïde. Et alors ce qu'on voit très bien, c'est la différence entre le chef claviculaire qui est juste là et le chef sternal avec l'insertion sternale ici. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a cette forme d'éventail et ici on voit qu'il se passe quelque chose puisqu'on a les fibres qui viennent de la partie supérieure de l'insertion sternale qui vont en avant et avec une espèce de torsion, de twist des fibres de la portion inférieure qui vont passer en arrière à ce niveau-là. On voit ici le biceps et donc on va disséquer plan par plan. Donc on voit la différence entre le chef sternal et le chef claviculaire très bien ici. Lorsqu'on détache le chef claviculaire de la clavicule et qu'on le récline, eh bien on constate que ce chef claviculaire n'a pas du tout d'insertion tendineuse puisque la partie blanche qu'on voit ici, l'insertion tendineuse du grand pectoral, elle est uniquement provenant du chef sternal et ça c'est constant dans les dissections même si c'est pas très bien décrit dans la littérature et dans les livres d'anatomie. Et donc on voit que ce chef claviculaire, pardon, il est posé sur le reste du tendon avec une espèce de fusion des fibres à la partie très distale, mais pas du tout d'insertion tendineuse, un peu comme le petit rond ou comme le grand rond, qui sont des muscles qui ont quasiment pas de tendon. En revanche, l'insertion de ce chef claviculaire est en continuité avec le fascia brachial qui va recouvrir le biceps. On récline donc ce tendon du chef claviculaire et on a ici le grand pectoral, le chef sternal, et donc on voit l'insertion tendineuse, on a une vue qui est un peu supérieure et on voit qu'il y a une lumière entre la partie antérieure du tendon et la partie postérieure du tendon. Et en fait ce qu'on voit très bien, c'est que les fibres supérieures viennent constituer la partie antérieure du tendon, que ce tendon se continue en bas et fait une espèce de U. Et en arrière, ici, on a les fibres postérieures, les fibres inférieures du chef sternal qui vont aller en arrière et constituer la partie postérieure du tendon. Et donc on peut distinguer les deux différences entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Et ici, vous voyez qu'on a détaché le feuillet antérieur et donc on a les fibres supérieures qui viennent de ce feuillet antérieur, il y a une continuité à la partie distale comme un U et en arrière on a un autre feuillet qui remonte pour constituer la deuxième barre du U et qui provient des fibres postérieures du grand pectoral. Et donc ici cette petite vidéo, donc vous voyez qu'on va soulever le chef claviculaire qui est donc en continuité avec le fascia brachial pardon, et la partie antérieure, ici on va revenir un peu en arrière, la partie antérieure du tendon du chef sternal et ici la partie postérieure qui provient donc des fibres inférieures du chef sternal. Alors, ça touche des jeunes de 20 à 40 ans, uniquement des hommes, il n'y a aucun cas rapporté pour l'instant dans la littérature de femmes qui se soient rompues le grand pectoral.
Alors peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant c'est pas décrit. Surtout des haltérophiles, souvent des cas de militaires et les sports de contact, notamment la boxe. Il y a beaucoup de cas aux États-Unis dans le football américain et chez nous des cas de rugby. Et la prise de stéroïdes anabolisants a été démontrée comme étant un facteur de risque majeur puisque ça modifie l'élasticité du tendon et le volume musculaire. Et donc vous allez revoir ici comment ça se passe, une lésion du grand pectoral. Donc on a le grand pectoral ici qui est contracté, le monsieur qui est en abduction c'est souvent donc des haltérophiles et on voit très nettement ce qui se passe. Je vous le remets, clac, le grand pectoral qui lâche. On le voit très bien, on va mieux le revoir, voilà. Et donc ça fait mal sur le coup. Donc c'est lors d'une contraction en position excentrique, c'est-à-dire l'épaule en extension et rotation externe, voire même en abduction, comme ce qu'on a vu ici. Et donc la sensation de claquage est très nette, douleur et faiblesse immédiate, tout ça vous l'avez très bien vu. En général, on ne voit pas les patients à ce stade-là, on les voit un petit peu après. Ils ont un hématome et une perte du contour normal du creux axillaire. Vous voyez ici le creux axillaire, on suit le contour du grand pectoral qu'on n'a plus ici. Et quand on leur demande de contracter, de faire un mouvement d'adduction, eh bien on voit qu'il manque ici l'insertion du grand pectoral. L'imagerie, on peut faire des radios, parce qu'on peut parfois voir des cas d'avulsion humérale, on va voir, des échographies qui sont des très bons examens et que même le meilleur examen quand c'est fait par un opérateur entraîné, ou l'IRM qui permet de ne pas dépendre de l'opérateur, ça permet de confirmer le diagnostic, d'évaluer le siège de la rupture, ce qui est très important, vous allez le voir, et puis la rétraction du moignon. Donc ici, on voit que c'est le plus typique, c'est une rupture au niveau du tendon distal. Donc quand on parle de tendon distal, c'est le tendon blanc, hein, donc le tendon du chef sternal. Vous voyez que ici, c'est cette espèce de lame fibreuse aponeurotique là qui vient se terminer donc en latéral de la gouttière du biceps. Et on voit ici sur ces images dynamiques, on va mieux le voir là. Voilà, le tendon du grand pectoral est ici, le biceps est là, et donc cette rupture se voit ici. Le grand pectoral devrait aller jusqu'ici. De la même manière, le grand pectoral qui est là devrait aller jusqu'ici. Et le blanc, c'est du liquide lié à la rupture. L'avulsion humérale, je vous en ai parlé, c'est rare, mais on voit ici qu'il s'est passé quelque chose. Alors c'est très discret, mais c'est quand il y a un petit bout d'os qui part avec le tendon. Et on peut le retrouver sous échographie, on peut le retrouver également à l'IRM. Voilà, ici. On peut avoir des ruptures à la jonction myotendineuse, enfin c'est plutôt la jonction tendon, jonction myotendineuse. Et donc en réalité, c'est pas vraiment la jonction myotendineuse qui est plutôt par ici, c'est à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, si on reprend les coupes anatomiques qu'on a vues, eh bien en fait ce qu'on comprend, c'est que le chef claviculaire reste intact et reste en continuité avec le reste du fascia brachial. Et en revanche, la partie tendineuse blanche du chef sternal, elle est complètement rompue. Et donc c'est ce qui a été appelé pas mal de temps des ruptures partielles. En réalité, ce ne sont pas des ruptures partielles, ce sont des ruptures totales du chef sternal, qui est le chef principal du grand pectoral. Et donc il faut réparer ces lésions. Ça se voit très bien à l'échographie, encore une fois, par quelqu'un qui est entraîné. On peut avoir des lésions plus médiales au niveau du corps musculaire, qui sont en fait des déchirures musculaires, ou bien des lésions au niveau du septum intramusculaire. Et tout ça se voit également à l'échographie, à l'IRM, par des gens qui ont l'habitude. On voit que la lésion elle est très médiale, mais que l'insertion un peu plus haut, ici on ne voit pas la gouttière du biceps, mais que l'insertion elle est préservée, et donc il ne faut pas opérer ces gens-là. On peut avoir, c'est très très rare, des lésions proximales avec des insertions de la clavicule qui ont été décrites. Donc il y a plusieurs types de prise en charge qui existent. Le traitement orthopédique qui est très simple, qui consiste à laisser les gens se reposer pendant 1 à 2 semaines dans une attelle avec de la rééducation passive puis active au bout de 6 semaines, ou bien le traitement chirurgical avec la réinsertion osseuse du tendon qui se fait à ciel ouvert avec soit une réparation transosseuse, soit l'utilisation d'encre, c'est-à-dire qu'on plante des espèces de clous dans l'os, soit l'utilisation d'endoboutons qui vont être monocorticaux, c'est-à-dire qui vont venir se bloquer contre la première corticale dans le fût diaphysaire de l'humérus. Et en cas de lésion plus chronique, alors le délai pour définir une lésion chronique, il varie dans la littérature entre 6 semaines, 8 semaines, parfois 3 mois, 6 mois. En tout cas, il dépend plus des constatations péropératoires que d'une réalité temporelle. Mais en tout cas, ça peut nécessiter l'utilisation d'un renfort ou d'un renforcement ou d'un prolongement par une autogreffe, soit d'ischio-jambier, soit de tendon du
fléchisseur carpi radialis, ou bien du long palmaire, ou bien par une allogreffe, pareil de tendon ou même de fascia lata. Et donc les indications, elles sont assez simples et claires. Si c'est un patient qui est jeune, actif, donc un homme, puisque c'est dans la littérature toujours des hommes, qui ont une rupture du tendon distal, une avulsion humérale ou cette fameuse jonction tendon, jonction myotendineuse qui est en réalité une rupture du chef sternal, il faut opérer les gens. En particulier si la rupture est aiguë, donc moins de 6 semaines, à ce moment-là on fait une réinsertion osseuse directe, et si on a l'impression que c'est très rétracté par l'imagerie ou parce que le délai est important, eh bien on peut discuter l'utilisation d'une autogreffe ou d'une allogreffe. Il y a beaucoup de montages qui ont été décrits, mais vous voyez ici l'allogreffe qui est faufilée à l'intérieur de ce qui reste de muscle et qui est réinsérée pour reconstituer une insertion tendineuse à l'humérus. En revanche, s'il s'agit d'un patient âgé sédentaire, les ruptures chroniques, on sait qu'elles sont bien tolérées. Et si c'est le cas, eh bien, il ne faut absolument rien faire. Et de la même manière, les ruptures du corps musculaire, du septum intramusculaire ou les avulsions proximales au niveau de la clavicule peuvent être traitées orthopédiquement. La rééducation, il y a un papier qui a décrit un peu les différentes phases de rééducation. Donc on distingue 4 phases qui sont assez logiques. La première phase, il faut protéger le tissu, donc c'est que de la rééducation très douce dans une attelle. À la phase 2, eh bien, on va augmenter progressivement les amplitudes passives pour récupérer une mobilité passive satisfaisante. À partir de 6 semaines, on commence l'actif jusqu'à obtenir des mobilités actives complètes à 12 semaines. Et au-delà, on va commencer à faire du renforcement musculaire. On sait que pour les haltérophiles, il ne faut pas prendre plus de 50% de leur poids maximal en développé couché d'avant la lésion, avant le 6e mois post-opératoire. Comme toute chirurgie, elle peut se compliquer, sinon c'est pas rigolo. On est à proximité de l'aisselle chez des hommes qui peuvent être poilus avec le siège de pas mal de bactéries, notamment du Cutibacterium acnes, et donc l'infection est une complication qu'on voit. Les ruptures, les taux varient dans la littérature entre 0 et 8%, vous voyez ici, et on sait que ce qui favorise, c'est le délai un peu tardif, un BMI supérieur à 30 et puis des antécédents psychiatriques qui ont été retrouvés. Et des ossifications hétérotopiques qui sont souvent pas gênantes mais qui peuvent être un peu enraidissantes et parfois douloureuses si ça fait un conflit et qu'on peut être amené à réséquer. Les résultats, ils sont très bons puisque dans la littérature, on a des retours au même niveau sans limitation à 6-7 mois post-opératoire dans la grande majorité des cas, sans douleur, avec un aspect esthétique qui est revenu dans 80% des cas. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats du traitement chirurgical en aigu et en chronique ne sont pas exactement les mêmes, mais restent quand même satisfaisants en chronique, avec une récupération de la force chez 90% des patients et une baisse de la douleur aussi chez 90% des patients. Et on voit que ces résultats sont meilleurs que le traitement orthopédique, et c'est pour ça que chez l'homme jeune, il ne faut pas trop se poser la question, parce que souvent ce sont des gens qui ont besoin de leur force, chez qui le problème esthétique, parce que souvent ce sont des haltérophiles, est également à prendre en compte, et donc on est assez facilement interventionniste sur ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention.